Vous le savez, j'ai passé un mois à voyager au Kenya et je vais aujourd'hui faire le bilan de cette aventure. J'ai pris pas mal de notes pour préparer cette vidéo et j'ai essayé de vous classer un peu tout ce que j'avais à vous dire par catégorie. J'ai regroupé toutes les informations que je jugeais utiles et j'ai pris pas mal de vos questions que j'ai trouvées sur les vidéos de l'aventure. Premier point que j'aborde, les documents nécessaires pour rentrer au Kenya en tant que touriste. Il faut simplement un visa touriste qu'il faut obligatoirement demander sur internet à l'avance. Le visa coûte 40 € et est valide pendant 3 mois. Il m'a fallu aussi un test PCR, un test Covid négatif qui datait de moins de 72 heures avant l'embarquement. Et aussi, il fallait obtenir un code QR sur le site du gouvernement kényan. Mais ça, c'est uniquement lié à la situation actuelle. Je vais vous retracer tout l'itinéraire de mon voyage sur une carte. Comme ça, vous allez pouvoir voir les villes par lesquelles je suis passé directement sur la carte du Kenya. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire ça. Et ben c'est maintenant. J'ai donc commencé par la ville de Nairobi, capitale du pays, là où j'ai atterri. Quelques jours plus tard, j'ai pris un train pour me rendre sur la côte du Kenya, dans la ville de Mombasa. J'ai ensuite pris un tout petit avion pour rejoindre l'île de Lamu. Après ça, j'ai pris un bus pour rejoindre dans un premier temps la ville de Malindi et ensuite Watamu, toujours sur la côte. J'ai ensuite repris le train depuis Mombasa pour retourner sur Nairobi. J'y ai passé juste une nuit, je crois, une nuit ou deux, et pour partir ensuite au parc national du Masai Mara pour débuter mon premier safari. Après le safari, le guide m'a déposé à un endroit où j'ai directement pu prendre un matatu, petit bus local, pour rejoindre la ville de Naivasha. Quelques jours plus tard, j'ai pris un matatu pour rejoindre la ville de Limuru et le lendemain, j'ai repris un matatu pour retourner sur Naivasha où j'ai repassé une nuit et ensuite, je suis parti en direction de la ville de Elburgon. J'avais mon hôtel à Elburgon et j'avais aussi visité Molo, la ville d'à côté. Et j'ai ensuite pris la direction de la ville de Kisumu, tout à l'ouest du pays. Dans cette ville, j'ai fait la rencontre de Felibi et je suis donc parti avec lui pendant 2 jours à Kendu Bay. Après ça, je suis revenu sur Kisumu pour prendre un vol en direction de Nairobi où je suis resté quelques jours et pour partir ensuite sur le dernier safari, la dernière étape de ce voyage au parc Amboseli. Et voilà pour ce qui est de l'itinéraire du voyage. C'est vrai que vous montrer une carte comme ça vous permet d'y voir plus clair et de bien situer les endroits où je suis allé. La deuxième chose dont je veux vous parler, il s'agit du budget. Comme pour chaque voyage, vous avez été très nombreux à me demander combien ça m'a coûté. Alors j'ai pas noté toutes mes dépenses vraiment par catégorie ou quoi. Je vous donne juste le budget global de ce voyage qui m'a coûté 2500 € quand même, hein, sachant que je prends en compte vraiment tout, hein, le tatouage, le billet d'avion aller-retour depuis la France, vraiment tout pendant un mois, j'en ai eu pour 2500 €. Il faut savoir que le Kenya, c'est un pays dans lequel le coût de la vie est pas cher, hein, manger au restaurant ça coûte pas cher, les logements c'est pas cher, mais voyager dans le pays c'est une toute autre histoire, hein, ça fait vite monter le budget parce que toutes les activités sont payantes et il y a surtout un truc à prendre en compte, c'est que les safaris ça coûte cher, c'est minimum 100 € par jour. Moi j'en ai fait deux de 3 jours, bon, j'ai réussi à faire les 6 jours pour 500 €, mais ça prend quand même une grosse part du budget. Tu rajoutes à ça, je vous dis toutes les activités qui sont payantes, hein, que tu visites un parc ou même par exemple le mont Longono, le volcan que j'ai monté, bah, rien que pour accéder à la randonnée, il faut payer 20 $. Donc même si quand je mange au resto, je vous annonce que je peux manger au resto pour 2 €, que des fois je me loge dans des super appartes pour genre 15 €, et ben ne croyez pas que voyager au Kenya, c'est pas cher. Ben, vraiment, c'est un voyage qui est assez cher quand même. Après, je suis quand même resté un mois. Donc si on enlève le billet d'avion qui a coûté 500 €, ça fait 2000 € pour un mois tout inclus. Quand je vois tout ce que j'ai fait, bon, j'ai logé dans des logements sympas, j'ai toujours mangé au restaurant, j'ai toujours bien mangé. Je me suis pas privé du tout, quoi. J'ai fait plein d'activités et les safaris, tout ça. Et ben je me dis que c'est quand même un budget assez correct. Dites-moi en commentaire d'ailleurs combien vous imaginiez que j'avais dépensé pour ce voyage. Ça m'intéresse de savoir si les gens vraiment pensaient que ça aurait coûté beaucoup moins cher que ça ou si pour vous ce prix de 2500 € c'est à peu près ce que vous vous étiez imaginé. Troisième chose dont je veux vous parler, les logements ici au Kenya. Alors j'ai logé dans des chambres privées, des appartements des fois ou même des chambres d'hôtel. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai fait pour les trouver, est-ce que je passe par internet ou est-ce qu'en arrivant je demande, comment je fais pour les logements. Et ben c'est très simple, j'utilise
Booking, le site Booking et Airbnb. Je les ai tous réservés au jour le jour, c'est-à-dire que dès que je décide de changer de ville, en général pendant le trajet pour aller à la ville suivante, je regarde sur mon téléphone, je compare les deux, Booking, Airbnb, et je fais mon choix directement. Le jour même en fait, je réserve dans la journée pour le soir. D'ailleurs, je vous ai dit pour le budget que j'avais pas catégorisé toutes mes dépenses, mais pour le coup, je vous ai fait le budget total des logements qui s'élève à 444 € pour du coup 30 nuits, ce qui fait une moyenne d'à peu près 15 € par nuit. Vous avez vu les vidéos, donc vous avez vu tous les logements que j'ai eu, vu que je vous les présente à chaque fois. Et franchement, ils étaient tous très bien, hein. Ils étaient tous nickel, à part l'hôtel dégueulasse pour rappeler à Limourou là, où j'ai dû changer. Mais j'ai inclus dans ce budget la nuit à 40 € aussi, hein. Donc voilà, 15 € en moyenne par nuit. Pour ce que j'ai eu, franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. J'ai des petits trucs qui me viennent en tête comme ça sur les logements que j'ai pas notés, mais on va dire que à peu près la moitié des logements que j'ai eu, j'avais pas l'eau chaude. À Nairobi, dans la capitale, en général, pas de souci. Il y a souvent un petit interrupteur en fait à l'entrée de la salle de bain que tu as juste à allumer, et c'est ça qui amène l'eau chaude. Au début, j'avais pas compris, du coup, je me disais putain, il n'y a pas l'eau chaude. Mais en fait, si, j'ai découvert quelques jours plus tard comment ça fonctionnait. Donc beaucoup de logements ont ce système et ont de l'eau chaude. Mais au final, quand je regarde tous les logements que j'ai eu fait sur la côte du Kenya, il n'y en a aucun où j'ai eu l'eau chaude. Et même ici où je suis à Lamu, dans mon appartement, j'ai pas l'eau chaude. Bon, elle n'est pas glacée, hein, elle sort tiède, on va dire. Et vu que tu es sur la côte et qu'il fait très chaud, moi ça me pose pas de soucis. Mais voilà, c'est quand même à noter que je sais pas si c'est un hasard ou si vraiment sur la côte les logements n'ont pas l'eau chaude. Quatrième point, les transports. Alors il y a énormément de moyens de transport ici au Kenya, hein. Vous avez dû le voir pendant les vidéos, j'ai testé un peu tout, je pense à peu près tout. Je vais vous les énumérer et vous raconter mes expériences pour chaque transport. Le premier, très classique, le taxi voiture. Il faut que je vous donne un ordre de prix, on va dire, pour le taxi. Que je me rappelle, par exemple, un trajet de l'aéroport de Nairobi jusqu'au centre-ville. Il y a à peu près 30-40 minutes de route en fonction du trafic. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure des fois. Et ça coûte à peu près 800 shillings, ce qui fait environ 6 €. Deuxième moyen de transport, le taxi-moto, appelé ici le Boda Boda. Exactement pareil, sauf que tu gagnes du temps quand il y a du trafic, hein. Franchement, avec la moto, tu peux te faufiler entre les voitures. Je pense que c'est le moyen de transport que j'ai le plus utilisé ici, parce que ça prend moins de temps et en plus, ça coûte un peu moins cher. Le même trajet, par exemple, pour aller à l'aéroport, ça va être 200 shillings de moins, donc ça va être 4 € au lieu de 6 €. Alors après, bien sûr, c'est moins sécurisé parce que tu n'as pas de casque. Et puis bon, ils slaloment entre les voitures, enfin ça peut faire un peu peur, même si les chauffeurs savent ce qu'ils font en soi, hein, vraiment ils gèrent bien leur truc quoi. Troisième moyen de transport possible d'utiliser ici, le tuk-tuk qui n'est pas, il n'y en a pas dans toutes les villes, c'est surtout sur la côte, c'est que sur la côte en fait, hein, c'est à Mombasa que j'en ai le plus utilisé et à Watamu aussi pas mal, sinon à Nairobi il n'y en a pas, à Kisumu il n'y en avait pas non plus. Non, je pense que c'est vraiment exclusivement sur la côte qu'il y a des tuk-tuk. Les prix sont exactement à quelques centimes près les mêmes que pour un taxi moto, donc moins cher que le taxi voiture aussi, et également plus simple de se faufiler entre les voitures, donc tu as moins de chances d'être bloqué dans des embouteillages avec le tuk-tuk, même si quand même avec la moto c'est plus pratique. Ces trois moyens de transport, pour les utiliser, tu peux tout simplement faire des signes dans la rue dès que tu vois un taxi moto ou un tuk-tuk ou un taxi tout court, l'arrêter comme ça et directement monter dedans et t'arranger sur le prix. Ou tu peux tout simplement utiliser soit l'application Uber qu'on connaît tous, ou alors une autre application qui s'appelle Bolt, qui est l'application que j'ai utilisée ici parce que dès que je suis arrivé on m'a dit que Bolt était légèrement moins cher que Uber, donc j'ai toujours utilisé Bolt. Et tu peux commander aussi bien un taxi moto qu'un taxi voiture normal, qu'un tuk-tuk si tu es sur la côte, donc c'est vraiment nickel. Et ça permet également de connaître les vrais prix, enfin de ne pas se faire arnaquer quoi, parce que forcément ici il faut tout négocier, hein, donc, et dès qu'on doit arriver en tant qu'étranger on va t'annoncer tout le temps un prix plus élevé. Donc si tu commandes directement sur Bolt, t'as pas ce souci là, t'as vraiment pas besoin de te poser la question puisque les prix affichés sont les prix que tu vas payer, donc forcément tu te feras pas arnaquer. Et moi je m'en servais aussi
parce que des fois sur Bolt tu dois attendre 3-4 minutes, enfin c'est un peu chiant, alors que dans la rue, le pire c'est les taxis-motos, vraiment il y en a de partout au Kenya, des boda-boda, il y en a partout, même dans les endroits les plus reculés, dans les villes, il y en a plein à tous les coins de rue, donc c'est quand même plus rapide on va dire, de directement aller voir quelqu'un dans la rue et de lui, sans passer par l'application quoi, directement de prendre un taxi-moto comme ça que tu as croisé en chemin. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que il t'annonce toujours un prix 2 à 3 fois plus cher. Donc j'ai trouvé une astuce très simple pour payer le juste prix. C'est que tu regardes sur l'application Bolt ou Uber le trajet que tu veux faire. Tu regardes combien sur l'application il t'annonce comme prix. Et le gars, tu vas le voir directement. Tu lui dis moi je veux aller à tel endroit pour tel prix. Et en général ils vont me dire non c'est tel prix, c'est tel prix. Tu dis bah moi sur mon application, sur Bolt, si je commande maintenant un boda, et ben c'est ce prix là. Du coup en général il cherche pas à discuter bien longtemps, il te dit ok allez monte et tu payes le juste prix. Voilà, c'est ma technique, je vous la donne, c'est entre nous. Quatrième moyen de transport qu'on peut utiliser ici, l'avion, que je vais utiliser à 2 reprises. Vous savez le tout petit avion. On était à peine 30 dedans là que j'ai pris depuis Mombasa pour aller sur l'île de Lamu. Il y a pas mal de compagnies kenyanes qui ont des petits avions du genre et tu peux aller un peu partout dans le pays pour des prix vraiment corrects. Moi par exemple pour Mombasa Lamu, il y avait 1 heure de vol et j'ai payé 30 €. Et là du coup je suis revenu sur Lamu depuis Nairobi cette fois. J'ai aussi pris un vol avec la même compagnie. Et j'ai payé 50 € parce que Nairobi c'est un peu plus loin. D'ailleurs c'était très bizarre, petite anecdote, on a fait un arrêt, j'ai pris l'avion à Nairobi, on s'est arrêté à Mombasa, il y a des gens qui sont descendus de l'avion, d'autres qui sont montés, moi je suis resté dans l'avion et on est reparti à Lamu. Vraiment comme si c'était un bus qui faisait un arrêt, c'était assez perturbant. 5e moyen de transport, le bus tout simple, les gros bus comme celui que j'ai pris pour rejoindre Malindi, Watamu depuis Lamu, le bus de l'extrême. Et j'en ai pris un similaire pour rejoindre Kisumu depuis Elburgon. C'est des bus vraiment complètement éclatés et qui secouent énormément. Enfin, tu voyages pas tranquille quoi. Mais c'est une sacrée expérience. Franchement, je suis content d'avoir utilisé aussi ce moyen de transport. Déjà parce que ça coûte pas cher pour faire Molo Kisumu là, Elburgon Kisumu. J'en ai eu pour 4 € je crois. 4 € pour 3 heures de trajet, quelque chose comme ça. C'était un peu plus cher pour faire Lamu Malindi, 1500 shillings, 12 €. Mais je crois que ça s'explique parce que la zone est entre guillemets risquée, dangereuse. Donc il y a beaucoup de checkpoints militaires sur la route, donc ça s'explique sûrement avec ça. Ensuite on a le moyen de transport phare du pays, on va dire, que j'ai beaucoup utilisé aussi. Il s'agit du matatu. Le principe est très simple, c'est des minibus de 9 places en temps normal. Ils partent pas tant qu'ils sont pas pleins ou tant qu'il n'y a pas un minimum de personnes à l'intérieur. Et sur tout le trajet, en fait, tu peux descendre vraiment n'importe où. Tu as juste à taper sur l'épaule du chauffeur ou à lui demander de te poser. Et il te pose n'importe où. Et inversement, les gens peuvent monter n'importe où dedans, n'importe où au bord de la route. Si tu en vois un passer et qu'il n'est pas plein, tu fais un signe, il s'arrête et tu peux monter dedans. Tu peux l'utiliser aussi bien pour te déplacer dans une même ville ou alors pour changer de ville. Tu peux faire des très longs trajets en matatu. Tu peux traverser tout le pays en matatu, je pense. C'est vraiment très pratique à utiliser. En fait, il y en a vraiment partout. Pour vous donner une idée de prix, c'est à peu près 50 shillings pour 10-15 minutes de trajet, ce qui fait 30 centimes d'euros. Et pour vous donner une idée pour un trajet plus long, par exemple pour faire Kisumu jusqu'à Kindu Bay, 1h30 environ de trajet, 1h30, ouais, presque 2 heures, ça va coûter 400 shillings, ça fait 3 €. Donc c'est vraiment le moyen de transport le plus économique ici, mais c'est aussi sans doute le moins confortable. Parce que je vous l'ai dit, il y a 9 places dedans. Déjà, ces 9 places sont extrêmement serrées. Mais le truc, c'est que tu es rarement 9 dedans. Tu es souvent 15. En fait, il les charge vraiment à bloc. Donc, tu te retrouves souvent tout serré comme ça avec des gens sur toi. Moi, j'avais mon sac de 10 kilos. Il faut le prendre sur les genoux. Donc, tu es comme ça avec tes 10 kilos sur les genoux, avec des gens qui te montent à moitié dessus. Et puis dès qu'il s'arrête, que quelqu'un veut descendre, si le gars qui veut descendre il est tout au fond du matatu, il faut que tout le monde descende et après que tout le monde remonte et se réentasse dedans. Il n'y a pas de clim, il fait chaud.
et ça secoue beaucoup. Donc vraiment, c'est pas du tout confortable, mais c'est une expérience à part entière, bien sûr. Un autre moyen de transport au Kenya, le train que j'ai utilisé à 2 reprises. Il n'y a qu'une seule ligne de train ici, qui est la ligne SGR qui relie la ville de Mombasa, Nairobi-Mombasa. Il y en a 2 par jour. C'est vraiment nickel. Honnêtement, le train est vraiment nickel. Il est très récent, je crois qu'il a à peine 3-4 ans. Il y a une seconde classe et une première classe. J'ai testé les deux. J'ai testé seulement la seconde classe en vidéo. Et après, quand je suis revenu sur Nairobi, après tout le passage sur la côte, il y a une journée où j'ai fait 8 heures de transport où j'avais pas filmé, et j'ai pris le train en première classe. Pour les prix, la première classe c'est 3000 shillings le trajet dure 5 heures, ça fait 25 €, et pour la seconde classe c'est 1000 shillings, ce qui fait 8 €. La seconde classe est vraiment très bien, honnêtement. Moi j'ai pris la première classe juste parce que sur mon trajet retour là, j'avais un montage à faire. Et dans la seconde classe, tu n'as pas de prise et pas de clim et c'est pas très confortable pour faire du montage. Mais c'est uniquement pour cette raison. Honnêtement, si je devais le reprendre, je prendrais sans hésiter la seconde classe à 8 € qui n'est pas non plus grand confort. Hein. Les sièges sont un peu durs. Au bout de 5 heures, tu as quand même un peu mal partout. Mais c'est très correct et c'est propre. Un autre moyen de transport, le véhicule de safari, le van de safari tout simplement, que j'ai utilisé à 2 reprises. Donc tu utilises ce van au toit ouvrant pour faire ton safari dans le parc, mais c'est aussi lui qui vient te chercher à Nairobi, parce qu'en général les safaris partent de Nairobi, et qui t'emmène pour rejoindre le parc. Donc j'ai fait un trajet de 6 heures pour rejoindre le Masai Mara et un autre de 4 heures pour le parc Amboseli. C'est des véhicules vraiment très confortables, c'est comme si tu étais en voiture quoi. Il faut savoir que les Kenyans conduisent très vite et doublent tout le temps. Vraiment, en général, tu as 2 voies. Même quand la ligne est continue, ils doublent tout le temps. Genre vraiment, c'est dès qu'il n'y a personne en face, ils déboîtent et ils doublent. Et tu te retrouves souvent pas loin de l'accident. Franchement, des fois, ça fait très peur parce que au dernier moment, il freine pour reculer et pour se rabattre parce qu'il n'a pas réussi à doubler. Genre, il commence à doubler et puis en fait, il y a une voiture qui arrive en face, qui est sur sa voie normale. Du coup, il doit freiner et du coup, l'autre véhicule qu'on voulait doubler nous repasse devant et on se rabat derrière sur un tout petit espace où il y a juste la place de la voiture et puis t'as l'autre voiture qui passe comme ça. Enfin, vraiment, ça fait très peur. La conduite des Kenyans est très chaotique, hein, on va se le dire clairement, mais ils savent ce qu'ils font apparemment. Donc voilà, vaut mieux pas trop regarder la route parce que ça peut être effrayant. Et c'est aussi le cas en taxi hein, d'ailleurs. Enfin, c'est le cas dans tous les moyens de transport en fait. Les matatu aussi, hein, je vous l'ai pas dit parce que maintenant ça me semble logique, hein, ça me semble acquis, mais ils conduisent vraiment très vite. En général, il n'y a pas le compteur fonctionne pas. En général, l'aiguille reste à 0, donc la limitation de vitesse, que ce soit les motos, les taxis, les matatus, les cars, les grands bus. Ou le véhicule de safari quand même. Mais tous ces moyens que je viens de citer, tous ces moyens de transport, en général, les compteurs ne fonctionnent pas. Donc la limitation de vitesse, vraiment, on s'en fout quoi. Et un dernier moyen de transport que j'ai utilisé uniquement sur l'île de Lamu, il s'agit du bateau. Voilà, il y a plein de petits bateaux pour rallier par exemple l'aéroport qui n'est pas directement sur l'île, qui est juste en face. Ou alors pour aller à Shela qui est sur l'île mais qui est une autre ville qui a 30 minutes à pied. Si tu n'as pas envie de marcher, tu peux prendre le bateau, ou alors il y a l'île de Manda qui est un peu plus loin. Enfin vraiment, tu te déplaces en bateau comme si c'était le taxi ici. Pour rejoindre l'aéroport par exemple, ça coûte 100 shillings, ça fait moins d'1 € et il y a à peu près une dizaine de minutes de trajet. Il y a vraiment plein de bateaux. Comme pour les autres transports, ils essayent de t'arnaquer au début, donc il faut négocier. Mais voilà, un trajet c'est 100 shillings de toute façon, donc c'est pas compliqué. Sauf si tu veux aller un peu plus loin, bien sûr. Bon là tu t'arranges, mais sinon voilà, c'est ces prix-là. Voilà pour ce qui est de la catégorie transport. C'était la plus longue. Jusque-là, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et on va passer à la suivante, les rencontres. Les rencontres avec les gens, comment ça se passe, le contact avec les Kenyans. Est-ce que les Kenyans sont gentils? Est-ce que les Kenyans sont accueillants? Eh bien c'est un grand oui. C'est un grand oui, franchement. J'ai trouvé globalement les gens très accueillants ici et très amicaux. J'ai fait des super rencontres à l'image de la rencontre à Kisumu avec Felibi qui m'emmène dans son studio, à Jared à Molo qui me fait visiter sa ferme, qui me présente à sa mère, ou rien que le contact avec les gens, avec les commerçants, dans les restaurants, avec les serveurs, ou juste avec des gens dans la rue. Vraiment, une grande majorité des gens au Kenya sont extrêmement gentils et bienveillants. Vous avez vu ça dans les vidéos, il y a un moment, pendant quelques jours,
ça s'enchaînait. Je faisais des rencontres de fou tous les jours, vraiment des rencontres très atypiques avec des gens grave cool qui vraiment me montraient ce qu'ils faisaient. Et vraiment, je pense que c'est le voyage, enfin le pays dans lequel j'ai fait le plus de rencontres du genre. Une grande majorité des gens sont très gentils, hein, je viens de vous le dire, mais il y a aussi des gens très chiants, donc il faut parler de ça aussi. Par exemple, sur la côte, beaucoup, et même n'importe où, hein, un peu partout, tu as des gens, dès qu'ils voient des étrangers, ils viennent te parler en mode sympa, hein, tu viens d'où, tu t'appelles comment, et derrière, en fait, leur but final, c'est juste de te vendre un service ou de te demander de l'argent. Donc ok, dit comme ça, voilà, ils font leur travail, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que bien souvent, ils sont très insistants et ça peut devenir très chiant. Autant des fois, tu dis non et il n'y a pas de souci, ils s'en vont. Et autant des fois, ils te lâchent pas la grappe et ils continuent et ils te suivent et c'est hyper chiant honnêtement. Moi, il y a un moment où ça m'a vraiment saoulé, donc j'ai essayé de mettre en place des petites techniques pour me débarrasser rapidement de ces personnes, parce que clairement ils te prennent pour un pigeon, hein. Faut pas croire à tout ce qu'ils racontent, ils ont tous les mêmes histoires. En général, on va te dire que le gars va te dire ouais, je suis pêcheur et je me suis fait mordre la jambe par un poisson qui m'a mis un venin, du coup je peux plus aller à la pêche. Cette histoire j'ai déjà entendu 4-5 fois. Mon tuk-tuk a réparé, celle-là aussi, le coup du tuk-tuk a réparé, on me l'a fait plusieurs fois. Enfin vraiment, c'est tout le temps les mêmes speeches et c'est complètement faux. C'est juste pour te gratter des sous. Certains d'entre vous peut-être vont se dire ouais, mais ils ont besoin de sous, tout ça. C'est normal, ils font leur métier ou ils veulent vendre des services. Tout à fait, mais quand on t'accoste 10 fois par jour pour la même chose et qu'on te tient la grappe, c'est ça qui est le plus chiant en fait. C'est ça qui est le plus chiant, c'est que vraiment ils te tiennent la grappe et en plus ils t'annoncent pas tout de suite qu'ils veulent te vendre un truc ou quoi. Vraiment, il y a au moins 5-10, si tu dis rien, il y a au moins 5-10 minutes pendant lesquelles ils vont juste te parler en mode pote quoi, en mode ah ouais t'aimes bien le Kenya, ah tu viens de France, tu viens de quelle ville, tout ça. Au début tu te rends pas forcément compte quoi, vraiment tu cernes pas forcément la chose. Mais bon après ça vient rapidement, après tu vois tout de suite quoi, tu vois tout de suite, y a des gars des fois à peine ils m'ont dit 3 mots, je leur dis bon écoute, j'ai besoin de rien, je vais pas te donner d'argent, tu perds ton temps, donc voilà je te conseille de faire ton chemin quoi, et de me laisser tranquille. C'est la technique que j'utilisais tout le temps à la fin et ça marchait très bien en général. Des fois ils repartaient pas très contents, des fois ils disaient ah ok pas de souci et puis ils se cassaient. De rester poli et d'être ferme en même temps et de bien faire comprendre que tu as envie d'être tranquille, c'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. J'ai eu du mal à me débarrasser des gens au début parce que le gars te parle, il est sympa, donc du coup tu lui réponds en mode sympa. Mais non, il faut surtout pas en fait, il faut surtout pas parce que je suis déjà tombé dans des situations où le gars te tient la grappe pendant une demi-heure et si t'en croises 5 et que les 5 t'es gentil avec eux et tu passes une demi-heure avec eux, t'as perdu 2h30 dans ta journée. Donc vraiment si t'arrives pas à être ferme, tu vas même pas pouvoir visiter les villes en fait. Vraiment ça prend trop de temps en fait. Il faut le vivre en fait pour le comprendre je pense. Certains doivent savoir de quoi je parle hein, parce que c'est pas que au Kenya que ça se passe comme ça, hein. Dans beaucoup de pays, il y a quand même une majorité de gens qui sont bienveillants et qui sont très gentils, donc ne pas se mettre à envoyer chier tout le monde, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Juste quand tu es sûr de toi, quand tu as bien cerné, il y a des gens que tu peux directement virer quoi, hein. Tu le vois tout de suite de toute façon. Un autre point très important à aborder ici, la nourriture. La nourriture au Kenya, qu'est-ce que ça donne? Et bien sur le global, j'ai trouvé ça bon, mais pas non plus incroyable. C'est souvent de la viande, des légumes, des choses très classiques, la viande en sauce, pas mal de chapati, hein, bien sûr, les petites galettes là. La spécialité phare, on va dire, c'est le ugali, la pâte là, la boule de pâte que tu manges avec de la viande et des légumes. Enfin voilà, vraiment, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. C'est bon, voilà, c'est bon. Tout, c'est simple et c'est classique et c'est bon. Par contre, un point que je tiens à souligner, c'est la nourriture sur la côte. La nourriture sur la côte, là, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Il y a beaucoup de barbecues dans les rues qui font des grillades, des poissons grillés qui viennent d'être pêchés dans la journée, des fruits de mer, de la langouste. La langouste incroyable ici, hein, pour des prix très bas. En plus, tu peux manger de la langouste grillée, c'est un vrai régal. Enfin, vraiment, c'est là où j'ai le mieux mangé, c'est Mombasa, Watamu et Lamu. Hein. Lamu, là où je suis actuellement, la bouffe est incroyable aussi. C'est pas cher et c'est frais. C'est vraiment des trucs pêchés la journée qu'on te fait griller le soir. Et mention spéciale pour les fruits. Au Kenya, les fruits, c'est un vrai bijou. C'est un vrai régal, surtout les mangues. Les mangues sont extrêmement juteuses. Déjà, les fruits en général. Les fruits en général ont du goût, ont vraiment beaucoup plus de goût que ce qu'on peut trouver en Europe et sont
pas cher du tout. Une mangue, une grosse mangue, c'est 15 centimes à peu près. Les fruits de la passion, j'en mange plein aussi. Ça coûte que dalle, c'est à peu près 50 centimes pour 10 fruits de la passion. Il y a de la pastèque, il y a de l'ananas, t'as des marchés où t'as plein de fruits. Enfin vraiment les fruits, mention spéciale pour les fruits. Les fruits au Kenya, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je prépare une petite vidéo spécialement sur les fruits qui devrait arriver très prochainement. Un autre point important à aborder, il y a eu pas mal de questions là-dessus, c'est la sécurité. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on se sent en sécurité en se baladant dans les rues au Kenya en tant qu'étranger? Comment ça se passe? Enfin, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des choses du genre. Alors selon moi, il y a énormément de clichés qui sont faits sur le Kenya, enfin sur l'Afrique en général, au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup de trucs que tu peux lire sur internet comme quoi c'est un coupe-gorge et que limite on te dit qu'à chaque coin de rue il y a un mec qui t'attend avec un couteau quoi, alors que pas du tout. C'est relativement bien sécurisé. Hein. Franchement, moi, j'ai ressenti le truc comme ça. Après, bien sûr, il faut avoir un minimum de bon sens. Hein. On ne se balade pas en montrant ses objets de valeur, on ne sort pas ses billets n'importe où quand on veut payer. Si tu fais ça, normalement, aucun problème. Hein. Aucun problème. La journée, je dis bien la journée, parce que la nuit, c'est une autre histoire. Il faut éviter de sortir dans les grandes villes. Dans les autres villes, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Mais genre à Nairobi en particulier, et Mombasa, bon, on m'a dit que c'était pas recommandé. Moi, je l'ai fait, je suis sorti la nuit plusieurs fois et j'ai jamais eu de soucis. Mais à Nairobi, par contre, ne pas sortir la nuit. J'ai déjà fait des trajets en taxi de nuit et en regardant à travers la fenêtre, tu te rends compte que il y a tous les gens qui vivent dans la rue que tu vois pas forcément la journée qui sortent et qui sont bien souvent drogués ou alors qui boivent. Et j'en ai parlé avec des Kenyans en fait souvent qui me disaient que s'ils te voient passer, s'ils voient passer un étranger la nuit, ils risquent de te voler quoi, ou de te sauter dessus. Enfin vraiment, c'est très dangereux, surtout certains quartiers. Nairobi la nuit, dès qu'il fait nuit, évitez. Vraiment, si vous voulez sortir la nuit, commandez un taxi, il vient vous chercher devant votre logement et il vous pose à l'endroit où vous voulez aller, juste devant l'endroit quoi. Vraiment. Faut pas faire de trajet à pied la nuit, quoi. Vraiment, surtout pas. Le mieux à faire pour la sécurité, en fait, c'est de demander à la personne qui vous loge, que ce soit l'hôtel ou l'appartement Airbnb que vous avez réservé. Demandez à la personne, en fait, est-ce que le quartier autour du logement est sécurisé? Moi, j'ai toujours fait ça. Est-ce que c'est sécurisé la journée et est-ce que la nuit, je peux sortir? Vous voyez, il y a des endroits comme Naivasha, par exemple, où j'ai demandé au gars qui me logeait si je pouvais sortir dans la ville la nuit sans souci. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci ici. Donc, je suis sorti la nuit et je me suis rendu compte que ça craignait pas. En fait, il faut juste demander aux gens en qui vous pouvez avoir confiance. Et la personne en qui vous pouvez avoir confiance, en général, c'est la personne qui vous loge. Hein. Elle ne va pas vous donner, elle va pas vous dire tu peux y aller sans souci alors que ça craint. Quoi. Vraiment, en général, les gens connaissent et savent si un étranger peut se balader sans souci. Moi, par exemple, en un mois ici, à aucun moment, vraiment à aucun moment, je me suis senti en insécurité. J'ai juste fait un minimum attention, quoi, comme je le fais partout, comme je le fais en France aussi, hein, finalement, faire attention à ses objets de valeur, tout ça. Et en faisant ça, vraiment, à aucun moment, je me suis senti en danger ou quoi que ce soit. Voilà pour ce qui est de la sécurité. Il s'agissait de la dernière catégorie, mais je vous ai noté quelques petits trucs comme ça en plus qui sont un peu hors catégorie, dont je souhaite vous parler aussi. Un truc en particulier que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, je pense que c'est la question qui est la plus revenue, c'est l'estomac. Comment ça se passe au niveau de l'estomac? Parce que vous m'avez vu manger dans des boui-boui, dans des trucs où l'hygiène paraissait pas forcément incroyable. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que tu as eu la diarrhée? Est-ce que tu es tombé malade? Eh bien la réponse est oui. Hein. La réponse est oui, ça fait partie du jeu. Ça, dans tous les pays, on va dire en voie de développement, en général, on passe pas à côté. Et moi, j'ai pas du tout envie de me priver de manger dans les boui-boui et de à chaque fois faire attention ouais, faut pas manger ça, faut pas boire tel truc parce que ça peut donner la diarrhée. Je fais pas du tout attention à ça, vraiment. J'ai pas envie de passer à côté de certains trucs juste pour ça. Donc des boui-boui et tout, moi j'y vais les yeux fermés. Et pour ce voyage, j'ai eu 2 fois la tourista, si vous voulez tout savoir. J'ai eu 2 fois la diarrhée, mais j'ai un truc magique contre ça qui s'appelle Advil Caps. Hein. C'est un médicament un peu comme le Smecta que tu prends directement dès que tu sens que, voilà, que ça te brasse un peu et que tu vas aux toilettes et que, voilà, vous avez compris, et ben tu prends ce médicament et moi pour le coup, je l'ai utilisé 2 fois et les 2 fois, ça a hyper bien marché. J'ai eu la diarrhée, je prends le médicament et après c'est fini. Genre ça te constipe un peu, c'est un peu chiant, mais ça te permet de plus avoir de soucis après. Beaucoup de gens parmi vous m'ont demandé comment ça se passait au niveau d'internet. Est-ce que
Il y a la Wi-Fi partout. Est-ce que la connexion est bonne? Eh bien oui, Internet est très bon ici. Je serais même presque tenté de dire qu'il est meilleur qu'en France. En tout cas, la 4G est bien meilleure qu'en France, ça c'est sûr. La 4G c'est incroyable. Ici, j'étais choqué. Il y a la 4G quasiment partout. Même au Masai Mara, quand même, voilà, le parc où j'ai fait mon premier safari, c'est quand même assez reculé. Tu passes dans des villages Maasai, enfin c'est un coin paumé, quoi, complètement paumé. Et ben j'avais la 4G là-bas, nickel. J'ai réussi à vous poster les vidéos, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Il y a la Wi-Fi dans tous les logements. Dans tous les logements que j'ai eu, il y avait la Wi-Fi. Dans les restaurants aussi, en général, ils ont la Wi-Fi. Elle n'est pas incroyable, hein. Ça a été compliqué parfois de poster les vidéos en Wi-Fi. J'ai dû switcher en connectant la 4G de mon téléphone à l'ordi pour vous poster les vidéos, pour faire les trucs de base, pour aller sur Instagram, Facebook, sur les réseaux sociaux ou pour envoyer des messages. Les Wi-Fi fonctionnent correctement. Donc ouais, vraiment, Internet marche très bien ici. Et dans la même catégorie, parlons des opérateurs mobiles. J'ai pris une carte SIM ici avec l'opérateur Safaricom. J'ai fait quelques recherches avant de venir et j'avais vu que c'était vraiment l'opérateur qui avait la meilleure couverture réseau sur le pays. À l'aéroport de Nairobi, directement en arrivant, tu as des kiosques des opérateurs et il y en a un pour Safaricom où tu peux directement acheter une carte SIM, ce que j'ai fait. Tu as plusieurs offres différentes en fonction du nombre de gigas d'internet que tu prends. Moi j'ai pris la plus grosse offre qui était 3000 shillings pour appel et SMS illimité et 25 gigas d'internet. Ça fait à peu près 25 €. Un autre truc, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos de l'aventure, c'est l'application M-Pesa, qui est une application qui permet de payer tout avec son téléphone et que je pense quasiment 100% des gens ici utilisent. L'application est directement liée à ton numéro de téléphone en fait et tu peux recharger ton compte en amenant du liquide dans les commerces qui sont affiliés. Donc quasiment tous les commerces, hein, tu peux amener ton liquide, tu donnes ton numéro de téléphone et la personne te recharge ton crédit. Et après avec ça, tu peux tout payer, mais vraiment tout payer, que ce soit les restaurants, les logements, même le gars qui vend ses bananes sur le bord de la route, tu peux le payer avec l'application. C'est très répandu ici et c'est très pratique parce que ça permet de ne pas avoir à sortir du liquide dans la rue quand tu veux acheter un truc dans la rue et qu'il y a beaucoup de monde. Bah, ça peut être plus rassurant de sortir juste son téléphone et de faire le paiement très facilement comme ça. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais j'ai mis un moment à la tourner, donc je pense que ça va être une longue vidéo, un gros bilan, voilà, avec plein d'informations qui, je l'espère, seront utiles à pas mal d'entre vous. J'espère avoir répondu aux questions éventuelles que vous vous posiez. Dans tous les cas, je vous recommande vivement de venir faire un tour au Kenya. Ça vaut vraiment le coup. J'ai adoré passer ce mois ici à voyager dans le pays. Ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de choses variées à faire, hein, entre les safaris, découvrir les villes, beaucoup de rencontres. Il y a la côte qui est vraiment dans une autre ambiance que le reste du pays. Enfin vraiment, il y a une grosse diversité de choses dans ce pays et c'est très appréciable pour y voyager. J'espère que cette vidéo bilan vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.